Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 23 octobre 2021 pour le 253e rapport de situation sur le Donbass. Un rapport qui, malheureusement, va être principalement axé sur l'évolution de la situation militaire, puisque comme je le craignais, après quelques jours à se regarder en chien de faïence, la situation s'aggrave de nouveau. Des bombardements contre les zones résidentielles avec des destructions assez nombreuses et des civils qui ont été blessés, plusieurs civils cette semaine en RPD. Je vais aussi parler de la situation avec l'OSCE puisque là on est toujours aussi sur un statu quo, mais il y a de nouvelles informations qui sont, je trouve, assez intéressantes. Et on va avoir pendant ce temps-là à Kiev, mais aussi le Maïdan Empire, oui. Encore à Restovitch. Sur le plan militaire, du 16 au 22 octobre 2021, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 11 reprises, donc on est en hausse par rapport à la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 133 munitions, là on est au double, dont quand même 4 obus d'artillerie de 152 mm, 15 obus d'artillerie de 122 mm et 61 obus de mortier de 120 et 82 mm. Donc là, en plus du retour de l'artillerie lourde, le nombre d'obus de mortier a simplement été multiplié par 4 en une semaine. Voilà. Là, durant les dernières 24 heures, il y a eu 4 violations et 31 munitions tirées, dont 20 obus de mortier de 120 et 82 mm, tirés par l'armée ukrainienne. Donc là, malheureusement, je pense qu'on est parti vers une escalade, sauf réaction de dernière minute, soit de l'OSCE, soit de la France et de l'Allemagne. Mais je crains que faut pas trop attendre de miracles. Les tirs de cette semaine, donc comme je le disais, ont blessé 3 civils, dont une enfant quand même. Et il y en a eu un en fait qui a été blessé hier à Petrovski, donc dans les statistiques officielles de l'RPD, il sera compté pour la semaine prochaine. Mais bon, moi vu qu'il a été blessé hier, pour moi il rentre dans les statistiques de cette semaine. 3 soldats de la RPD ont aussi été blessés par les tirs de l'armée ukrainienne cette semaine. Et puisqu'on parle de violation des accords de Minsk, je vais parler déploiement d'armes lourdes, puisque l'armée ukrainienne continue d'en amener près de la ligne de front. Cette semaine, les services de renseignement de la RPD ont détecté le déploiement de 20 pièces d'armement lourd, donc moins. Mais comme je dis toujours, ce sont des chiffres à minima, c'est ce qu'on a réussi à détecter. Et je vais vous expliquer avec une autre information un peu plus tard, pourquoi on ne peut pas tout voir. Là, donc dans ce qu'on a détecté dans le détail cette semaine, on a 2 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm, un obusier D30 de 122 mm, un véhicule de transport de troupes blindées type BTR, 3 véhicules de combat d'infanterie type BMP, une automitrailleuse type BRDM, 11 véhicules blindés et un radar de contre-batterie. Mais comme vous le voyez, là par exemple, le 152 mm, on l'a pas dans les statistiques, alors que manifestement, il y a des canons ou des obusiers de 152 mm qui sont déployés côté ukrainien, puisqu'ils les utilisent pour nous bombarder. Donc, mais on ne sait pas où ils sont localisés. Donc, comme je dis, ces chiffres, ce sont toujours des chiffres à minima. Pour cacher tout ça, l'armée ukrainienne a brouillé les signaux des drones de l'OSCE. On est quand même à bien moins que la semaine dernière, mais ça reste quand même beaucoup trop, puisque je rappelle que, c'est interdit de faire ça. Voilà. Et comme je le disais, donc cette semaine, l'armée ukrainienne a repris les bombardements intensifs sur les zones résidentielles. Principalement cette semaine, le district de Kuibyshevski à Donetsk, qui a été bombardé une première fois le 18 octobre au matin. L'armée ukrainienne a tiré depuis ses positions situées près de Pesky, avec au moins un obus d'artillerie de 152 mm, parce qu'on en a retrouvé tout simplement les restes. Je vous montre des photos qui ont été prises donc de ces restes de cet obus d'artillerie de 152 mm, mais principalement par des obus de mortier de 120 mm. Ces tirs ont quand même endommagé 5 habitations, sérieusement endommagées, ainsi qu'une usine. Alors là on a eu de la chance, il y a eu personne de blessé. C'est un vrai miracle, parce que quand vous voyez les dégâts tant au niveau de l'usine qu'au niveau des habitations, tu te demandes comment c'est possible, mais c'est le cas. Il y a quand même 12 obus de mortier de 120 mm qui ont été tirés rien que contre l'usine. Voilà, ce qui montre que l'armée ukrainienne avait vraiment pour volonté de détruire cette infrastructure. C'est hallucinant. Je vous montre donc, comme d'habitude, des photos prise par la représentation de la RPD au sein du CCCC. Je vous montre aussi
la carte qui montre que la zone bombardée est loin de la ligne de front, loin des positions de la milice populaire de la RPD, on est à plus de 4 km, donc il n'y a rien qui justifiait de bombarder cette zone purement résidentielle. Et la même zone, exactement, hein, je vous montre maintenant la carte de la zone qui a été bombardée 3 jours plus tard, le 21 octobre, toujours au petit matin, à 7 h du mat. Là, l'armée ukrainienne a bombardé à coups d'artillerie lourde, cette fois 152 et 122 mm. Là, malheureusement, cette fois, en plus des 3 habitations endommagées, on a 2 civils, hein, une jeune femme de 18 ans et une jeune fille de 11 ans qui ont été blessées quand un obus d'artillerie a frappé le toit de la maison où elle dormait encore. Le toit a été littéralement pulvérisé, hein, je veux dire, il n'en reste rien. Et le plafond à l'intérieur de la maison, le crépi, s'est effondré sur les jeunes filles. Je vous montre là aussi les photos prises par la représentation de la RPD au sein du CCCC. Donc je rappelle, CCCC, c'est le Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu. Donc la jeune femme de 18 ans, elle a été commotionnée. La jeune fille qui elle a 11 ans a reçu une commotion cérébrale et un traumatisme thoracique. Hein, elle s'est pris un morceau de plafond sur la tête. Les deux ont été emmenés à l'hôpital pour y être soignés. Et comme je vous dis, c'est exactement la même zone que 3 jours avant. Donc, de nouveau, ils sont loin de la ligne de front. Qu'est-ce que vous tirez là-dessus? C'est vraiment des bombardements de terreur faits pour effrayer la population et faire fuir les gens. C'est vraiment ça. Hein. Autre violation extrêmement grave, en plus de l'enlèvement d'un observateur de la RPL au sein du CCCC, eh bien, il est désormais confirmé que l'armée ukrainienne utilise des véhicules estampillés du logo du CCCC, justement, pour transporter armes et munitions, ainsi que même des soldats, sur des positions de tir. Ouais, je vous avais déjà parlé, je pense c'est il y a quelques mois en arrière, d'accusations, tant de la RPD que de la RPL sur cette pratique, hein, sur le fait que l'armée ukrainienne utilisait des gros camions blancs portant le logo du CCCC pour livrer des munitions, des armes, amener des soldats sur position, etc. À l'époque, on avait des photos. Je rappelle quand même que ceci est une violation totale des accords de Minsk, hein, et du mandat du CCCC, dont le rôle est, je rappelle, d'observer, de vérifier que le cessez-le-feu est appliqué et d'aider à coordonner des cessez-le-feu locaux pour, entre autres, des travaux de réparation sur la ligne de front. C'est ça leur travail. Hein. Donc là, il y a un gros problème de neutralité du CCCC côté ukrainien. Ils ont pas bien compris, je pense, hein, le principe du truc. C'est une violation aussi des conventions de Genève, puisqu'il est interdit de se cacher derrière des logos laissant penser que tu bénéficies d'une immunité pour mener des actes de guerre. Hein. Donc par exemple, si tu trimbales des munitions dans un véhicule avec un logo de la Croix-Rouge, ça c'est interdit. Bon, eh ben c'est pareil avec le CCCC. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est la vidéo qui est issue d'un drone ukrainien de la 25e brigade qui a été abattu le 20 octobre par la milice populaire de la RPD et qui a confirmé que ces accusations qui avaient été formulées par les deux républiques populaires sont justifiées. Hein. Donc on voit clairement sur la vidéo que des soldats ukrainiens sont en train de décharger un mortier de 120 mm et les caisses d'obus qui vont avec depuis un camion blanc portant le logo du CCCC. Voilà. Alors, au lieu de hurler sur le fait qu'ils sont coincés à l'hôtel à cause de leur silence, j'aimerais bien quand même que l'OSCE rapporte cette violation extrêmement grave des termes du mandat du CCCC par l'Ukraine, parce que ça, c'est quand même, enfin, entre ça et l'enlèvement d'Andrei Kosiak, ça commence à faire un peu beaucoup, si tu veux. Mais ça, là-dessus, l'OSCE, on les entend pas, comme d'habitude. Alors, ça sert à rien de vous plaindre. Je veux dire, si vous faites pas votre travail, ne venez pas vous plaindre qu'on vous empêche de le faire. Parce que déjà, en temps normal, vous le faites pas. Voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, il vous suffit de regarder la vidéo. Je veux dire, c'est quand même extrêmement simple. Hein. Et puisque, justement, on parle de l'OSCE,
et des manifestations en lien avec l'enlèvement d'Andrei Kosiak, donc je rappelle observateur de la RPL, République Populaire de Lougansk, au sein du CCCC. Je me suis donc rendu sur place à l'hôtel Parkin où sont logés les observateurs de l'OSCE pour aller interviewer les manifestants. Je vous encourage à aller voir leur reportage, c'est très instructif. Bon, les manifestants sont installés pour un bon moment, Là, je vous le dis, il n'y a pas que des tentes Quechua, il y a des tentes chauffées. Ils ont amené, le jour où moi je suis venu interviewer les gens, ils ont amené une cantine chaude, ils ont une cantine militaire, les mecs, donc je veux dire, ils vont pas bouger. Là, aujourd'hui, il y a eu un concert entre guillemets improvisé de Yulia Tchitcherina, chanteuse russe patriotique, qui soutient à fond le Donbass depuis le début. Elle est venue chanter sous les fenêtres de l'OSCE, remarque, voilà, comme c'est un concert gratos, ils n'ont pas besoin de se déplacer, depuis leur chambre. L'OSCE de son côté met plus d'énergie à se plaindre de la situation qu'à faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle libère Andrei Kosiak. Ça en devient surréaliste. Après le premier communiqué de presse, ils nous en ont pondu un nouveau, entre autres de la secrétaire générale de l'OSCE, exigeant que la Russie fasse pression sur la RPD pour que cesse le piquet de grève. Mais par contre, ils exigent rien vis-à-vis de l'Ukraine. C'est quand même incroyable. Voilà, ils demandent pas à Kiev de libérer l'observateur de la RPL. Par contre, ils exigent de la Russie de faire pression sur nous. Mais allez vous faire voir. Allez vous faire voir. D'accord? Si vous êtes capable d'exiger quelque chose de Moscou, vous êtes capable d'exiger quelque chose de Kiev. Voilà. Donc le jour où vous mettrez autant d'énergie à résoudre le problème, plutôt qu'à vous plaindre des conséquences, on avancera peut-être un petit peu sur le schmilblick. En attendant, profitez de votre hôtel. Non, là, on voit vraiment le degré de je m'en foutisme de cette organisation qui s'est reflété et dans ce nouveau communiqué, mais aussi dans la réponse qu'on a obtenue d'un des observateurs sur place, parce qu'on est allé avec, j'étais pas toute seule, on avait le collègue de Newsfront, et on avait la collègue de Pierre Vicanal, donc la première chaîne de télé républicaine. On est allé les voir, comme je parle anglais, ils m'ont demandé est-ce que tu peux faire l'intermédiaire, est-ce que tu peux traduire, donc j'ai discuté en anglais avec une observatrice qui m'a dit écoutez, je vais voir si un de mes collègues peut venir vous parler, donc on s'est dit allez, on va peut-être avoir enfin un semblant de dialogue avec eux. Non, en fait, le mec il est sorti pour nous dire, en fait on a publié un communiqué sur notre site en 3 langues, allez le lire, et puis pour le reste, contactez notre service de presse. C'est juste extraordinaire. Non mais les mecs, vous êtes incroyables, vous faites aucun effort, même sur le plan diplomatique, parce que bon, la RPL a essayé de discuter de la situation en convoquant une réunion extraordinaire du groupe de contact trilatéral pour discuter de la situation et essayer de négocier la libération d'Andrei Kosiak. Donc ils ont demandé d'organiser cette réunion le 19 octobre dans l'après-midi. 2 heures avant, le coordinateur du groupe, donc qui est le coordinateur de l'OSCE, dit tout le monde a répondu positivement, et puis à 30 minutes avant la réunion, non, finalement l'Ukraine dit qu'ils n'ont pas donné leur accord pour organiser une réunion extraordinaire. Voilà. Alors le plus dingue, ça a été la justification avancée par ce cher Alexei Arestovitch, toujours lui, donc je rappelle quand même membre de la délégation ukrainienne et conseiller du cabinet présidentiel ukrainien. Il a dit que la RPL ne faisait pas partie des participants aux négociations et que donc elle n'avait pas le droit de lancer une telle initiative. C'est du délire pur. Je rappelle, ça fait 7 ans quand même que la signature du chef de la RPL est en bas des accords de Minsk, les premiers, accords de Minsk 1, 6 ans qui sont en bas des accords de Minsk 2. Ça fait 7 ans que l'Ukraine négocie avec la RPD et la RPL au sein du groupe de contact trilatéral, comme le prescrivent d'ailleurs ces mêmes accords qu'ils ont signés. Je rappelle qu'ils doivent convenir d'un certain nombre de choses. Et je cite textuellement, en consultation et en accord avec les représentants de certains districts des régions de Donetsk et de Lugansk au sein du groupe de contact trilatéral. C'est écrit dans les accords de Minsk. Voilà. Et là, maintenant, qui vient nous sortir que l'RPL fait pas partie des parties au conflit. Voilà. Et alors, face à tant de mauvaise foi,
On aurait pu attendre que l'OSCE se bouge un petit peu quand même, histoire de dire non, non, mais on fait quand même notre boulot. Non, non, silence, silence complice de l'OSCE qui ne dit pas à un seul moment à l'Ukraine, arrêtez vos conneries, ça suffit maintenant, on fait cette réunion. On a tenté de la refaire le lendemain, le 20 octobre, même topo. Bon, là, quand même, faut arrêter. Donc bon, quand ils voient que l'OSCE n'est pas décidé à se sortir les doigts d'un certain endroit avant que ça cicatrise, les manifestants en ont rajouté une petite couche. Ils ont commencé par mettre un joli panneau attention aveugle avec le logo de l'OSCE sur les poteaux du parking. Hein, histoire que les gens fassent attention, hein, parce que les observateurs de l'OSCE aveugles, faut faire gaffe, hein, faut pas aller les percuter. Ils ont écrit ensuite sur le sol, à la peinture, sur le sol du parking, votre cécité c'est la mort de quelqu'un. Voilà, ça c'est fait. Non, mais je veux dire, de toute façon, c'est parti pour durer cette affaire. Parce que, je veux dire, on voit une mauvaise foi totale de la part de l'OSCE et un biais évident. Je rappelle donc que cette organisation n'a toujours pas daigné publier la vidéo de la caméra de surveillance qui se trouve près de Zolotoye, puisque, comme dans toutes les zones de désengagement, l'OSCE installe des caméras de surveillance pour vérifier que les deux parties au conflit ne ramènent pas ensuite leurs soldats et leurs pièces d'armement sur les positions qu'elles ont abandonnées pour aider à la désescalade, hein. Donc il y a des caméras qui ont tout vu, et alors le plus dingue, c'est que là on vient d'apprendre, une semaine après l'enlèvement d'Andrei Kosiak, on a appris par la RPL qui a publié une vidéo qui montre que l'OSCE savait ce qui s'est passé, parce qu'en fait Kosiak était pas tout seul, ils étaient deux observateurs de la RPL au sein du CCCC présents sur place, mais le deuxième, quand ça a commencé à tirer, il s'est planqué en fait, il s'est jeté au sol dans les herbes hautes sur le bas-côté pour que les soldats de l'unité alpha du SBU ne le voient pas, et il est resté planqué là pendant plus d'une heure, le temps que l'OSCE, après des appels répétés de la représentation de l'RPL au sein du CCCC, se décide à venir sur place. Je vous montre la vidéo, hein, où bon, bah, les gars de la RPL leur expliquent, écoutez, le mec est là-bas sur la gauche, à telle distance, il faut aller le chercher, et les voitures de l'OSCE, ils sont allés dans la zone grise, parce qu'en fait, il était coincé dans la zone grise, comme il était toujours à portée potentiellement de tir de l'armée ukrainienne ou d'une nouvelle tentative, il pouvait pas sortir de là tout seul, il fallait absolument qu'il soit protégé pour éviter de subir le même sort qu'Andrei Kosiak, et donc les voitures de l'OSCE sont allées le chercher pour le sortir de là en toute sécurité, près d'une heure après l'enlèvement de Kosiak. Comment se fait-il que cet événement n'est pas mentionné dans les rapports de l'OSCE? Et là, ils peuvent pas nous dire c'est des rapports indirects, on n'était pas là, on n'a pas vu, on ne sait pas. Comment ça se fait que cette mission de sauvetage, et là bravo aux observateurs de l'OSCE qui pour le coup ont fait leur travail, je les félicite, comment ça se fait que ce n'est pas reflété dans les rapports de l'OSCE? Pourquoi, alors que leur patrouille était directement impliquée dans sa récupération? Pourquoi ils n'en parlent pas? Ça c'est une grande question aussi, mais parce que sinon ils doivent parler aussi de l'enlèvement d'Andrei Kosiak. Ils doivent expliquer pourquoi ils ont dû aller sauver le deuxième, hein, pour éviter de subir le même sort que le premier. Ouais, là ça, non mais là ça se voit. Je veux dire là les enfants, je sais pas pourquoi la RPL a attendu une semaine avant de publier cette vidéo. Je pense qu'ils ont essayé de laisser une chance à l'OSCE de montrer sa bonne foi, et que quand ils ont vu que bon les mecs s'enferraient dans leurs mensonges, ils ont dit bon bah écoutez, vous voulez jouer au con, pas de problème, nous on publie la vidéo qui prouve que vous étiez au courant, vous êtes allé sauver le deuxième observateur de la RPL qui se trouvait sur place et qui s'est caché quand ça a commencé à tirer pour éviter de se faire enlever lui aussi. Voilà. De son côté, la Russie est très active, elle exige que l'Ukraine donne l'accès consulaire à Andrei Kosiak puisqu'il a la nationalité russe, alors contrairement à ce que le ministre ukrainien des Affaires étrangères a été sorti, non, c'est pas un soldat de l'armée russe. Hein, trou de balle. Andrei Kosiak, il est né à Alchevsk. Alchevsk, c'est la région de Lugansk. Il avait la nationalité ukrainienne avant d'obtenir la nationalité russe, donc c'est pas un soldat de l'armée russe, on peut arrêter les conneries 5 minutes. Vous vous gênez pas pour mettre en avant sa nationalité russe quand ça vous arrange, mais par contre, vous n'avez toujours pas donné l'accès consulaire
à Andrei Kosiak, au consul russe, alors que vous y êtes obligé par la Convention de Vienne. Donc là, ça commence vraiment à faire beaucoup de violations des traités internationaux par l'Ukraine. Il serait quand même un petit peu de temps que non seulement l'OSCE, mais aussi la France et l'Allemagne mettent un bon petit coup de bambou dans la tête de Kiev pour les ramener un petit peu à la raison. Parce que là, on va continuer vers une escalade, hein, si on continue comme ça. Hein, on va pas aller vers une accalmie ou quelque chose, hein, je veux dire, tant que les mecs ils ont l'impunité, ils sont roue libre, complète. Voilà. Pendant ce temps-là, eh bien, en RPD et en RPL, les exhumations de victimes de la guerre se poursuivent, tant dans les fosses communes que dans les tombes improvisées, hein, j'en avais déjà parlé. Là, entre autres, le 19 octobre, le corps du petit Vladimir Gorbaniov, qui avait 3 mois au moment de sa mort, hein, quand même. Ouais. Tué à 3 mois par un bombardement de l'armée ukrainienne. C'est l'un des 36 enfants qui sont morts suite à des tirs de l'armée ukrainienne en RPL. Hein, ils ont 36 enfants qui ont été tués. Ses parents, la situation était tellement catastrophique à ce moment-là, avec Lugansk qui était encerclé, que ils ont enterré le bébé au pied de l'immeuble, tout simplement, comme ils ont pu, avec une caisse en bois. Donc là, il a été exhumé, le corps a été sorti de la caisse, mis dans un vrai cercueil, avant d'être réenterré selon les canons chrétiens orthodoxes dans le cimetière du village de Krasnaya Poliana, hein, où il était né. Pour l'instant, rien qu'en RPL, on en est quand même déjà à 214 corps qui ont été exhumés par le groupe interdépartemental de recherche des tombes des victimes de l'agression ukrainienne, et ce chiffre risque d'augmenter de manière dramatique puisque ce groupe a commencé à exhumer des corps de l'immense fosse commune qui est située près du village de Vidnoye en périphérie de Lugansk. On estime qu'il y a environ 500 personnes qui ont été enterrées là en juillet-août 2014, quand Lugansk était encerclé, la ville était privée d'électricité, il n'y avait plus de place dans les morgues, et donc ils ont en fait creusé à la pelleteuse d'énormes fosses près de ce qui est l'hôpital neuropsychiatrique de Lugansk. Ils ont enterré les gens là comme ils ont pu. Il y a aussi, d'après les informations dont je me souviens, parce que je me suis rendu sur place en 2016, au moment où ils étaient en train d'installer un petit mémorial sur place. J'avais fait des photos, j'avais même fait de la vidéo, il me semble à l'époque j'avais fait un reportage, et donc là il est prévu de construire un grand mémorial à cet endroit pour toutes les victimes du conflit en cours dans la région de Lugansk. Mais de ce que je me souviens du reportage que j'avais fait à l'époque, il y a aussi des soldats ukrainiens qui ont été tués lors de la bataille de l'aéroport de Lugansk, qui ont aussi été enterrés à cet endroit-là. Donc il va falloir vraiment identifier tout le monde vraiment génétiquement, quoi, là, parce que là il y a non seulement des victimes du conflit côté RPL, mais il y a aussi potentiellement des soldats ukrainiens qui ont été aussi enterrés là, comme ils ont pu, quoi, tout simplement. Donc voilà, donc je pense que ça va encore bien grimper, quoi, hein. On n'a pas fini, hein, d'exhumer des corps, de rouvrir des tombes improvisées comme celle du petit Vladimir, ou des immenses fosses communes comme celle qui est là en périphérie de Lugansk. Chez nous ça se poursuit aussi, hein. Là donc on a eu l'immense fosse commune près de Snezhnoye qui a été vidée, mais il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres, on n'a pas terminé, hein. Il y en a pour un bon moment, hein, ces travaux-là. Et puis le Maïdan Empire, hein, parce que je vous ai dit que Arestovitch était en forme encore cette semaine. Quand je vous dis que l'Ukraine est un état terroriste et que certains trouvent que j'exagère un peu, alors pour les derniers sceptiques, hein, donc ce cher Arestovitch, donc je rappelle, hein, conseiller du cabinet présidentiel ukrainien et membre de la délégation ukrainienne au sein du groupe de contact trilatéral, a dit très clairement qu'en cas de guerre à grande échelle, l'Ukraine se lancera dans des attaques terroristes contre la Russie. Ouais. Il a dit couper l'électricité et le gaz sur le territoire russe sont des mesures qui seront engagées, je pense, quand il y aura une grande guerre. Mais pour l'instant, l'équilibre est trop délicat. Il n'est certainement pas dans notre intérêt de commencer l'escalade maintenant. Voilà. Avant ça, il dit clairement que ça ne serait pas avantageux pour Kiev de faire sauter des centrales électriques sur le territoire russe maintenant, car l'Ukraine serait accusée de terrorisme. Oui, mais enfin, que tu le fasses maintenant ou plus tard, ça sera pareil.
c'est interdit de toucher aux infrastructures civiles vitales. L'électricité et le gaz font partie des infrastructures civiles vitales. Donc c'est bien, t'es en train d'admettre que ton pays est un pays terroriste. C'est... Ouais, là il y a quand même des questions à se poser quand même là. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, à Kiev... Pendant ça, à Kiev, on a un compte Twitter qui, semble-t-il, a l'air d'être dirigé depuis les centres PsyOps ukrainiens. Donc, centres PsyOps, ce sont les centres d'opérations psychologiques et d'information. Donc, en fait, c'est les centres de propagande ukrainiens militaires. Qui a publié une photo avec un commentaire sur Twitter en disant que dans la région de Gorlovka, des morceaux entiers de rails avaient été enlevés de la voie ferrée, semble-t-il, pour être envoyés aux ferrailleurs du coin pour être vendus au prix du kilo de métal. Petit problème, certains ont remarqué les arches de l'aqueduc qui sont clairement visibles sur la photo au-dessus de la voie ferrée. Et quand on regarde sur Google Maps, ces arches indiquent que cette section de la voie ferrée se trouve à l'ouest du point de passage de Mayorsk. Point de passage qui est situé sur la ligne de front. À l'est de la ligne de front, c'est la RPD. À l'ouest, c'est la partie sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et ouais! C'est-à-dire que la zone où les rails ont disparu est sur la ligne de front côté ukrainien. Et alors, vu le danger de ces zones, je doute que des civils soient allés se crapahuter là-dedans, risquer leur vie pour aller piquer des rails, parce que toute la zone est minée autour du point de passage. Donc il y a de bonnes chances que ce soit les soldats ukrainiens eux-mêmes qui aient volé les rails pour les vendre au prix du métal. Bon, ce qu'ils ont fait dans toutes les maisons qu'ils ont pu piller près de la ligne de front, je le rappelle, ils ont tout piqué, des chiottes aux cabines de douche, en passant par les tuyaux en cuivre, les câbles électriques, et tout ce que tu veux, je veux dire. T'as même des reportages à la télé ukrainienne qui en parlaient, quand même. Voilà, donc c'était bien essayé, mais là, pour le coup, tu démontres que les voleurs, ils sont de votre côté. Là, vous avez un petit peu merdé, là, pour le coup. Un petit peu. Ouais. Là, il y en a qui lui ont fait remarquer sur Twitter qu'ils ont mis une petite carte Google Maps avec mon gars, tu t'es planté, c'est de votre côté à vous. Oups, il a pas retiré sa merde, il l'a laissé. Mais ouais, ça montre qu'ils sont pas très doués quand même, avant de faire ce genre de truc. Assurez-vous que c'est pas possible de géolocaliser l'endroit. Ça évitera des mauvaises surprises. Voilà. Donc voilà la situation. Comme je le craignais, pour l'instant, on a l'air de se diriger vers une escalade. En gros, ce qui se passe, c'est que on attend la mort officielle des accords de Minsk. Voilà, l'Ukraine essaye de faire en sorte que ce soit nous qui dénoncions ces accords. C'est pour ça qu'elle a enlevé Andrei Kosiak, qu'elle fait d'autres provocations, etc. Mais bon, on n'est pas débiles, donc ça n'aura pas lieu. Donc on va laisser l'Ukraine continuer, parce qu'elles sont en train de bien s'enfoncer. On est en train de les laisser en venir à ça. De toute façon, ils n'auront pas trop le choix. Leur situation est pas terrible. Là, ils en sont au point qu'ils proposent à la Russie de lui faire une ristourne de 50% sur les frais de transit de gaz pour les volumes qui dépassent ceux qui sont prévus par le contrat, le petit contrat qui avait été conclu entre la Russie et l'Ukraine suite au retard de Nord Stream 2. Quand ils en sont là, c'est que tu comprends que financièrement ils sont vraiment dans la mouise, mais vraiment c'est vraiment catastrophique. Donc oui là, mais c'est trop tard. Je veux dire, vous avez trop craché à la gueule de la Russie. Vous croyez quand même pas qu'ils vont augmenter les volumes qui vont passer par chez vous. Ils respecteront les termes du contrat jusqu'en 2024, et puis après ça sera ciao, bonsoir, c'est tout. Voilà. Donc non, là ils en sont là, donc non, ils sont vraiment dans une situation assez catastrophique, et avec le coronavirus, et avec
et avec l'état de l'économie et des finances du budget ukrainien. Donc ils sont en train d'être dirigés doucement mais sûrement vers la reprise de la guerre. D'où toutes ces provocations, d'où ces violations de l'immunité du CCCC ou du mandat du CCCC de leur côté. Donc situation à suivre, parce que je pense que les bombardements contre les zones civiles ne vont aller qu'en s'aggravant, sauf réaction de Berlin ou de Paris, ou de sursaut, on va dire de probité professionnelle de l'OSCE, ce dont je doute très très sincèrement. Mais oui, je pense que là on va vers une nouvelle aggravation sérieuse de la situation, doucement mais sûrement, jusqu'au moment où l'Ukraine dénoncera officiellement les accords de Minsk. Et puis là ça sera reparti comme en 14. C'est ça, ça va être ça la situation. Donc voilà, donc situation à suivre de très très près. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation, et d'ici là, portez-vous bien.